Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'insoumission.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Arnaud Le Gall, député insoumis, membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale et co-responsable du programme international de la France insoumise. Arnaud, merci d'avoir répondu à l'invitation. Au cours de cet entretien, plusieurs sujets seront abordés. Le principal sujet tournera autour d'un constat: le monde est en danger de guerre généralisée. Les États-Unis d'Amérique sont les principaux responsables de cette situation. On connaît la logique, il faut vendre des armes, il faut utiliser le complexe militaro-industriel pour compenser économiquement un empire qui s'effondre. D'autres sujets, bien sûr, seront traités, comme la question de l'intelligence artificielle, la question et la situation au Congo. Mais nous allons commencer cet entretien par la situation internationale autour de la question états-unienne. Ma première question concerne les déclarations de Donald Trump qui, à peine élu, a annoncé vouloir annexer le Canada, le Groenland et le canal de Panama. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ses motivations et si ces déclarations ouvrent en quelque sorte une nouvelle page de l'impérialisme américain? En quelque sorte, oui. Les revendications sur le Groenland ne sont pas en elles-mêmes nouvelles. Ça fait la 4e ou la 5e fois que les États-Unis font une offre plus ou moins hostile sur le Groenland. C'est un vieux dossier. Mais ce qui est nouveau, c'est que Trump, en fait, il radicalise la réponse de la puissance états-unienne qui fait face à un nouvel âge de la mondialisation capitaliste. On pourrait dire une crise, peu importe, et sur laquelle elle perd son hégémonie. C'est ça qui est fondamental. Elle perd son hégémonie au profit notamment de la Chine. Petite parenthèse, l'hégémonie, c'est quoi? C'est qu'en gros, l'autorité est acceptée. Soit de bon gré, soit parce qu'on n'a pas le choix, mais grosso modo, c'est la période des États-Unis, gendarmes du monde, etc. C'est pas une période de paix, mais c'est une période où le leadership est peu contesté. C'est pas une période de paix parce que il y a quand même eu des interventions militaires dans les années 90, en Irak en 2003, et d'abord ça a été le début de l'effondrement de cette hégémonie. Les États-Unis ont perdu, ou en tout cas sont en train de perdre le leadership sur le plan économique. Ils sont en train de perdre le leadership sur le plan symbolique, c'est-à-dire qu'ils n'incarnent plus aux yeux du monde le garant que les affaires vont pouvoir continuer, que grosso modo, même si on n'est pas toujours d'accord, ils maintiennent une espèce de sécurité internationale sur les mers, etc., etc. Et le seul avantage concurrentiel qui leur reste, outre le privilège exorbitant du dollar, qui lui-même est en train de s'éroder, de s'effriter, c'est leur avantage militaire. Et même dans ce domaine-là, ils sont de plus en plus contestés. Pourquoi? Ils ont un budget phénoménal, qui est plus de deux fois plus élevé que le deuxième budget militaire du monde, qui est celui de la Chine. Ils ont plusieurs centaines de bases apparentées dans le monde. Mais justement, l'héritage de cet empire, de cette thalassocratie, parce que ce n'est pas un empire territorial, mais c'est une forme de thalassocratie, fait que ça leur coûte une fortune et qu'ils étirent au maximum ce qui pourrait être considéré comme des lignes de front. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils veulent se désengager au maximum de l'Europe, etc., etc. Face à eux, ils ont une puissance chinoise qui a moins de moyens militaires, mais qui en a quand même beaucoup, très modernisée, beaucoup plus qu'il y a encore même une dizaine d'années, mais qui surtout ne les déploie pas dans le monde entier. Donc il y a un avantage comparatif dans sa zone de prédilection, qui est grosso modo la mer de Chine. S'ajoute à cela l'apparition du capitalisme numérique qui accélère la course aux ressources essentielles, à certaines ressources essentielles comme les terres rares, etc. Nous avons donc un phénomène dont les États-Unis sont le principal moteur, qui est ce que certains auteurs appellent un nouvel âge du capitalisme, qui serait marqué en gros par la fin du néolibéralisme et par le retour à un capitalisme de prédation pure. Alors que les choses soient claires, je ne suis pas en train de dire que le néolibéralisme, il n'y avait pas d'exploitation, qu'il n'y avait pas d'impérialisme, il n'y avait pas de prédation, etc. Si, mais ça se passait souvent par la médiation d'organisations internationales qui imposaient des conditions
léonine sur la dette, etc. Bon, le FMI, la Banque mondiale. Il y avait une forme de relatif compromis de ce qu'on appelait le consensus de Washington dans les années 90 autour d'un ensemble de règles du jeu communes qui encadraient la compétition internationale, typiquement à l'Organisation mondiale du commerce. Et il y avait, de gré ou de force, un relatif compromis aussi sur le fait qu'on ne s'attaque pas à des convois commerciaux, on ne gêne pas la liberté de circulation dans les mers, ce qui est un enjeu fondamental dans le commerce international. Là, on a affaire, au contraire, on le voit bien depuis plusieurs années, mais Trump arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine avec sa manière de faire. On a une accélération de la militarisation de la compétition économique qui vise entre autres au contrôle des routes commerciales et à la protection des flottes civiles. Donc il y a une arsenalisation, pour prendre le langage un peu technique, du commerce international et des échanges internationaux tout simplement. On a ensuite, je l'ai déjà dit d'une autre manière, un piétinement des règles de la concurrence libérale, soi-disant libre et non faussée. Elle n'a jamais été libre et non faussée, mais il y a des gens qui y ont cru. Et les Européens sont complètement désemparés parce que Trump, lui, piétine toutes les règles du commerce international telles que édictées dans les années 90. Il se contrefiche des accords de l'OMC. Il pratique une forme de protectionnisme extrêmement agressif qui n'a rien à voir avec le protectionnisme solidaire qu'on appelle de notre vœu dans notre programme. Strictement rien à voir. Et ça tend la compétition. Et il y a des phrases, dans les milieux autorisés aux États-Unis, on admet et on dit des choses qui sont très lourdes de conséquences, que la bataille économique avec la Chine n'est pas gagnable sur le terrain économique. Voilà, comprenne qui voudra. Enfin, troisième marque de ce nouvel âge du capitalisme, c'est pas une nouveauté radicale dans l'histoire. Hein. On a déjà connu des phases comme ça à d'autres époques. Je ne vais pas y revenir. Il y a des livres sur ça, par exemple Le capitalisme de la finitude, qui est un livre intéressant. Où il y aurait des critiques à faire, mais en tout cas, c'est un livre très intéressant pour pointer ce qui se passe à l'heure actuelle. On a un retour d'une logique de prédation pure et simple. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est l'impérialisme classique, c'est-à-dire y compris par l'accaparement des terres, y compris par l'accaparement de terres souveraines, soit en les achetant mais à des conditions léonines, soit en les prenant. Et il ne dit rien d'autre au sujet du Groenland, dont on sait que, par ailleurs, il regorge de terres rares, essentielles pour notamment l'industrie du numérique, mais on sait aussi qu'il borde une route commerciale en devenir, la voie arctique, qui, du fait du réchauffement... Avec la fonte des glaces. Avec la fonte des glaces, ça va être une route, il suffit de regarder une planisphère, tout le monde comprend très vite que c'est beaucoup plus court de traverser, de faire le tour de la Terre et de passer par exemple de la Chine aux États-Unis par ces voies-là que par la voie classique. Et je ne parle même pas en plus du fait que, comme les Houthis dans le détroit de Bab el-Mandeb qui assure l'accès au canal de Suez ont tendance à être assez réfractaires, toute une partie des flottes commerciales se détournent via l'Afrique du Sud. Je vous laisse imaginer les surcoûts que ça représente, etc. Donc Groenland, mais on pourrait aussi, on en reparlera tout à l'heure je pense, parler de ce qu'il dit au sujet de l'Ukraine. En gros il explique à l'Ukraine, mais nous on en a marre de vous défendre, vous nous coûtez une blinde, et puis d'ailleurs tout l'argent qu'on a dépensé pour vous soutenir, on veut le récupérer via l'accès à vos terres rares, etc. etc. Voilà. Donc on est dans la prédation classique la plus crasse, qui a déjà existé dans l'histoire. Encore une fois, je terminerai là-dessus. Il ne s'agit pas de dire que le néolibéralisme, il n'y avait pas d'exploitation, il n'y avait pas d'impérialisme, il n'y avait pas de néocolonialisme. Mais là, on est dans une phase plus militaire, plus brutale, et qui flirte beaucoup plus encore avec une guerre générale, parce que, à la grande différence de la phase néolibérale,
où les États-Unis étaient une hyperpuissance militaire difficilement contestable. Alors, ils ne pouvaient pas gagner les guerres asymétriques d'Afghanistan-Irak parce qu'elles ne sont pas gagnables. Mais par contre, ils n'étaient pas attaquables, ou ils n'étaient pas, en tout cas, challengés, entre guillemets, par une puissance comme la Chine, etc. À l'heure actuelle, on a au contraire un retour à un risque de guerre au sommet, et donc de guerre entre puissances nucléaires, notamment dans la zone Asie-Pacifique, et non pas Indo-Pacifique. Oui, Indo-Pacifique, c'était la formule utilisée par Emmanuel Macron en 2018 pour se placer dans le cadre et les choix stratégiques des États-Unis d'Amérique, contre la notion d'Asie-Pacifique, qui, elle, est une notion que vous utilisez, qu'on utilise à la France Insoumise, et qui se place dans un choix stratégique différent. La notion d'Asie-Pacifique est beaucoup plus neutre. C'est une notion purement géographique. Indo-Pacifique, ça, chacun le met à sa sauce. Au départ, c'est les Japonais qui ont inventé le terme, mais les Américains l'ont repris au tournant des années 2005 pour théoriser les prémices d'une montée en tension avec la Chine. Alors chacun accusera l'autre. Pour labelliser en gros leur alliance dans le Quad avec l'Inde, l'Australie, le Japon, etc. Une alliance à vocation militaire mais qui patine un peu. Mais donc quand on reprend le même terme, on s'inscrit dans ce choix doctrinal. Et d'ailleurs, c'est très flottant. Macron a commencé par être à la remorque complète des États-Unis dans la zone. Après, il y a eu l'humiliation avec l'affaire des sous-marins qu'on devait vendre à l'Australie, puis les Américains et les Anglais sont passés derrière. Et depuis, il essaye un peu de remettre la barre, de rééquilibrer. Alors j'ai noté que le ministre de la Défense, Le Cornu, est allé en Indonésie il y a quelques jours et il a parlé de non-alignement. Donc c'est une grande victoire idéologique qu'on reprenne nos mots. J'espère que ce sera suivi d'actes. Mais en tout cas, voilà. Donc, je rebondis sur la situation. Juste pour terminer là-dessus, parce que tu parlais d'Indo-Pacifique et d'Asie-Pacifique, ce qu'il y a à comprendre, c'est que nous refusons, nous, toute forme de confrontation militaire, soit qu'on voudrait, soit dans laquelle on serait entraîné par un jeu d'alliance mal contrôlé et une doctrine dangereuse. Nous refusons toute forme de confrontation militaire avec la Chine. Et je rebondis sur ce sujet. On sait qu'avant et après que le contrat passé entre la France et l'Australie sur les sous-marins nucléaires ait été annulé au profit des États-Unis d'Amérique, après ce coup de poignard dans le dos, pour reprendre l'expression de Jean-Yves Le Drian, des manœuvres militaires ont eu lieu dans la zone autour de Taïwan, des manœuvres qui poussent à la guerre dans cette zone qui est une zone centrale où la France compte aussi des intérêts en ce que la présence de la Réunion, d'autres départements d'outre-mer font qu'il y a une parole à porter. Quelle est l'analyse que tu formules sur cette zone, et quelles sont les propositions pour éviter justement d'aller vers cette marche à la guerre, d'aller dans l'escalade militaire via ces manœuvres qui ont lieu régulièrement et depuis des années maintenant? Bon, d'abord, en effet, il faut rappeler que de par son histoire et sa géographie, la France est un pays présent dans l'Asie-Pacifique. On l'oublie trop souvent. La Réunion, la Nouvelle-Calédonie Kanaki, la Polynésie française. Cette présence l'oblige, et nous souhaitons qu'elle exerce dans cette zone du monde le même rôle que ce qu'elle doit exercer ailleurs, c'est-à-dire un rôle de médiation, de coopération. Je n'ai pas pour habitude de paraphraser le général de Gaulle, mais je rappelle que quand on sort de l'époque de la colonisation et des guerres coloniales, lui, il dit le nouveau projet de la France, ça doit être d'être le pays qui favorise la coopération. À une époque où déjà il y a des risques de guerre, on est en pleine guerre froide et tout. Et c'est le seul pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qui se donne les moyens de parler à tout le monde et d'être entendu par tout le monde. De Gaulle se déplace à Moscou, reçoit Khrouchtchev en 61, se déplacera à Moscou en 66, reconnaît la République populaire de Chine en 64 avant tout le monde, et maintient des relations tout à fait cordiales avec les États-Unis, même si c'était tendu. Je dis ça pourquoi ? C'est parce qu'on se plaçait au centre du jeu
alors que en termes de puissance pure, de puissance brute, on était très loin derrière les soviétiques et les Américains. C'est ça qu'il faut continuer à faire. C'est non seulement une vision qui n'est pas du tout dépassée, mais qui est très actuelle et qui correspond aux évolutions du monde actuel, où il n'y a plus de grands blocs. Ça n'est pas vrai. L'ennemi de mon ami n'est pas nécessairement mon ennemi. Il y a une grande fluidité des alliances, des coups. Regardez comment les puissances comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc. arrivent à jouer sur tous les tableaux. Et nous, on s'enferme dans un camp occidentaliste, qui est déjà dépassé par l'histoire et en se faisant maltraiter en plus par le grand frère, entre guillemets, de ce camp. Donc à un moment donné, il va falloir sortir du masochisme et avoir une analyse un peu lucide de la situation. Alors pour revenir à Taïwan, d'abord, il faut partir du statut juridique de Taïwan. Il y a un consensus ou un statu quo reconnu en droit international par la France, par les États-Unis, par l'immense partie des pays dans le monde, sur le fait que Taïwan fait partie de la République populaire de Chine. Mais la République populaire de Chine n'y exerce pas sa souveraineté. Les textes prévoient cela, et c'est d'ailleurs pour ça que Taïwan n'est pas reconnu à l'ONU. Mais dans le même temps, le texte prévoit aussi qu'il y a une interdiction de recouvrir la souveraineté, pour la République populaire de Chine, de recouvrir sa souveraineté sur Taïwan par des moyens militaires. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut arrêter de jouer avec le feu. Nous sommes pour le statu quo. Voilà. Tant qu'on n'a pas trouvé une autre solution. D'accord ? Or, les Américains, les États-Unis jouent au contraire à faire de Taïwan un point de tension. Un prétexte pour la guerre. Un point de tension, ils exacerbent un point de tension de longue date, mais qui est devenu... C'est un point de tension qui avant était situé dans une région secondaire de l'économie internationale et de la géopolitique et des rapports de l'équilibre mondial, ou du déséquilibre d'ailleurs. Là, on est au cœur. On est au cœur. On est au cœur du nouvel épicentre géopolitique du monde. Enfin, je ne vais pas lister des chiffres, mais on a la grande majorité du commerce mondial qui passe par cette zone-là. Donc après, si vous regardez la carte, par l'Indonésie, etc., on a plus de la moitié de la population mondiale qui habite entre l'Inde, la Chine, le Japon, l'Indonésie. On a parmi les pays les plus peuplés au monde. On a les points névralgiques des chaînes de production, des fameuses chaînes de valeur, dont on a découvert qu'on était assez dépendant pendant la pandémie, que c'était pas très intelligent d'être dépendant pour des produits essentiels, d'être dépendant de sites de production situés à l'autre bout de la planète. On a c'est également la région du monde la plus menacée par la montée des eaux. Donc ça va ne faire que s'aggraver, la lutte pour l'appropriation des terres sur place. On a des densités de population énormes. On est dans la région du monde qui est dans la phase de militarisation la plus intense depuis plusieurs années. Et c'est dans cet endroit-là que les États-Unis choisissent, entre autres par des déclarations et par des actes, par exemple la visite de l'ancienne Nancy Pelosi, qui était le personnage numéro 2 de l'État américain, qui sous Biden décide d'aller officiellement à Taïwan. C'était la première fois depuis des décennies, la première fois tout court, qu'il y avait une visite d'un tel niveau à Taïwan, et c'est envoyé un signal. Alors en face, la Chine, elle, adopte une posture qu'on ne lui connaissait pas, où désormais ils font clairement comprendre qu'ils n'excluent plus l'option militaire pour recouvrir la souveraineté, l'exercice de la souveraineté sur Taïwan. On n'est pas là pour faire de la morale. Il y a du droit, il faut garantir le maintien de ce statu quo, et c'est le rôle de la France. Parce qu'on peut dire « Ah, c'est lui le méchant ». Non, la vérité, c'est que si ça part en guerre, on aura affaire à un conflit potentiellement mondial, aux conséquences incommensurables. Et donc le rôle de la France, c'est d'être une puissance de paix dans cette affaire. Je rebondis sur la logique de prédation pure et simple dont tu parlais tout à l'heure. À partir d'une déclaration assez récente de Trump qui annonce vouloir chasser le reste des Palestiniens restant à Gaza après le génocide de Netanyahou, on a des dirigeants politiques qui assument un discours génocidaire avec en toile de fond
un silence complice des puissances occidentales. Ma question c'est, que fait la France face à ces déclarations, face à cette situation, et quels risques courent les gouvernants et les gouvernements, comme la France, à force d'être dans cette inaction complice, ou tout simplement cette complicité? Quel est le risque? Bon, d'abord, je voudrais rappeler que, avant d'exhumer, de montrer dans quelle famille idéologique s'ancrent les déclarations et les projets de Trump pour Gaza, je voudrais rappeler que tout n'a pas commencé avec Trump. Tu l'as dit, si Trump commence à parler de construire une Riviera à Gaza, c'est des paroles abjectes, mais enfin, c'est que Gaza est déjà rasé. Donc déjà, ça fait 1 an. Et donc, je veux dire, ceux qui sont censés être plus progressistes, davantage garants du droit international, n'ont non seulement rien fait, mais on continue à soutenir Israël de manière quasi inconditionnelle. Et en effet, ça les expose dès lors que la Cour internationale de justice a ordonné des mesures conservatoires pour empêcher un génocide. Génocide qui de fait est avéré là. Toute entité qui ne fait rien contre, mais qui surtout continuerait à livrer des armes, par exemple, ou des composants militaires, pour jouer sur la nuance, peut en effet se voir accusé de soutenir un génocide au regard et de piétiner les engagements qu'a tout signataire de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression des génocides, de ne pas avoir empêché un génocide. Alors après, il y a aussi les individus, mais là, c'est les décideurs qui, eux, sont traités par la Cour pénale internationale, qui a émis un mandat d'arrêt, par exemple, contre Netanyahou, contre les dirigeants du Hamas également, mais ils sont morts, donc voilà, et contre un certain nombre d'autres acteurs de cette guerre atroce. Donc oui, il y a des risques, voilà. Mais au-delà du risque juridique, le vrai sujet, c'est symbolique. Nous avons montré à la planète entière que pour les Occidentaux, pour la grande majorité des Occidentaux, de vie ne se valait pas. C'est désastreux. Comment voulez-vous continuer à défendre le droit international, à défendre l'idée selon laquelle on serait garant de certains principes universels, etc., quand vous les piétinez comme ça, au su de la planète entière? Ce qui fait que des puissances qui ne sont pas du tout garantes du droit international, etc., arrivent, elles, à se faire passer pour soutenant les peuples, etc. Un pays comme la Russie a joué à fond de cela et ça marche. Et ça marche. Parce que quand vous dites aux gens, oui, bon, le droit, très bien, le droit international, commencez par le faire respecter à Gaza, au Proche-Orient en général d'ailleurs, parce qu'on pourrait parler du Liban et de la Cisjordanie aussi. Alors pour revenir à Trump, lui il va au bout de la logique, hein, il fait pas semblant. Biden il était un peu gêné, on fait semblant d'eux, mais bon, dans les moments clés, il soutient toujours Netanyahou et le gouvernement suprémaciste israélien. Trump lui il se cache pas. Il se cache pas, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que les racines idéologiques de la proposition de Trump, tout le monde l'a pris pour un dingue. Mais il a une cohérence. Il a une cohérence raciste, fasciste, et une cohérence mercantile. Je m'explique. Le projet pour Gaza, de faire de Gaza une Riviera, c'est quelque chose qui a été énoncé pour la première fois sur un site, en tout cas à ma connaissance, pour la première fois, aux alentours du 7 octobre, juste après le 7 octobre, par un, je ne sais pas comment on appelle ça, un influenceur, qui s'appelle Curtis Yarvin. Oui, il a un autre nom sur son truc, mais en tout cas, voilà, qui est quelqu'un de très peu connu, mais qui aux États-Unis est beaucoup plus connu, qui a l'oreille, par exemple, du vice-président Vance, et qui est quelqu'un qui a des théories très délirantes. 90% de ce qu'il raconte
n'est pas applicable, c'est un libertarien raciste qui a une vision complètement ethno-raciale du monde et qui pense que les États sont inutiles, qu'on peut privatiser tout et tout fonctionne par des entreprises privées. On met des PDG qui seraient en même temps des monarques un peu partout. Bon, C'est une sorte de Musk, quoi. il y a un côté délirant, mais sur certains trucs clés comme Gaza, si on regarde de près, les déclarations de Trump s'inspirent de ce qu'il a écrit. Je cite. Attention, et je dis bien c'est une citation. Parce qu'attention les oreilles. Bien sûr. Ce monsieur écrivait, après le 7 octobre 2023, sur son site, « Imaginez l'ironie de croire en 2023 que le sang, c'est-à-dire des gènes, et le sol, c'est-à-dire de la propriété privée, font une nation. » Et il poursuit, si le sang et le sol, alors le sang et le sol c'est Blumenboden, c'est l'un des fondamentaux de la pensée nazie, je le rappelle. Si le sang et le sol ne peuvent pas être séparés, cela signifie que Gaza doit être génocidé. Ces gens ne pourront tout simplement pas s'épanouir au Laos, ni même à Los Angeles. Parce que ce monsieur, il pense en fait que chaque être humain développe des gènes spécifiques en fonction de son biotope, et que si on le sort de son territoire, il va dépérir. C'est purement raciste comme vision des choses. Leur génétique les a liés à une niche écologique locale avec des bactéries spéciales dont leur métabolisme dépend. C'est une question de microbiome. En dehors de sa niche, votre Gazaoui deviendra anorexique et dépérira. Vous pourriez aussi bien l'euthanasier pour son propre bien. Et n'oubliez pas de récolter les organes, bien sûr. Quelle est la solution que propose ? Parce que, bon, là, il dit ce qui lui fait plaisir, mais en même temps, bon, il dit qu'il faut quand même qu'on trouve une solution. On ne peut pas aller jusque-là. Et qu'est-ce que propose Curtis Yarvin ? C'est quoi la solution miracle ? On peut faire le nettoyage ethnique de Gaza, mettre tous les Gazaouis dehors, mais pour qu'ils survivent, il faut qu'ils gardent un lien avec leur terre via l'immobilier. Et donc là, on leur propose d'être actionnaires de la nouvelle Gaza, qui serait sous domination, sous territoire israélien, mais ils seraient, eux, actionnaires de leur ville. Ça peut paraître complètement délirant, mais je rappelle que le gendre de Trump, Kirchner, il s'est lancé dans des opérations immobilières, et notamment au Proche-Orient. Et il déclarait en février 2024, le gendre de Donald Trump, « Le front de mer à Gaza pourrait avoir une grande valeur si les gens s'attachaient à créer des moyens de subsistance. La situation est un peu malheureuse, mais du point de vue d'Israël, je ferai de mon mieux pour faire partir les gens et ensuite nettoyer le territoire. En plus de cela, je construirai quelque chose dans le Negev, donc le désert, et j'essaierai d'y déplacer les gens. Je pense que c'est une meilleure option pour qu'on puisse aller sur place et finir le travail. » Donc les déclarations de Trump, elles ne tombent pas du ciel. C'est pas quelque chose qui lui est passé par la tête comme ça. On a les fondamentaux d'une pensée raciste, suprémaciste, fasciste, appelez-la comme vous voudrez, et qui là s'applique à Gaza. Donc il faut s'opposer frontalement à cela. On rappellera aussi que cette vision raciste, cette volonté de transformer Gaza en Riviera a été reprise sur une chaîne du service public en France, sur France Info. Oui, sur on l'a papoté de la on a entendu, on a même entendu un représentant de l'industrie hôtelière. Alors il a été désavoué par sa branche, mais enfin, le simple fait qu'on en soit arrivé à papoter de tout cela... À débattre de comment chasser les Palestiniens sur un plateau, sans réaction aucune de la chaîne oui, ou des responsables politiques. C'est la fascisation tranquille au quotidien, y compris sur une chaîne publique. Alors que le travail des journalistes, parce que certains le font, moi j'invente rien, j'ai été voir des journalistes spécialisés qui voient d'où viennent ces déclarations, qui font le travail de recoupement. Comme l'Insoumission. Là par exemple, c'est un site qui s'appelle Le Grand Continent, qui n'est pas spécialement un site insoumis, c'est un site plutôt libéral, européiste, mais qui est allé analyser d'où vient le projet de Trump pour Gaza. Que les journalistes fassent leur travail et ils verraient que la phrase sur Gaza, c'est pas tombé du ciel. Et au lieu de papoter sur la pertinence d'aller participer de cette dérive fasciste, suprémaciste, qui ruine tous les fondamentaux du droit international, des déclarations de l'ONU, des droits de l'homme, etc. Au lieu d'aller enquêter sur tout ça, ils ont papoté sur la pertinence, en gros, de prendre des parts dans les actions, quoi. C'est un effondrement idéologique, intellectuel. Ça rejoint en quelque sorte le traitement médiatique qu'on a connu depuis le 7 octobre en France et aussi à l'étranger, sur l'invisibilisation du génocide, les compassions sélectives avec
l'idée centrale que tu as rappelée tout à l'heure, pour eux, toutes les vies ne se valent pas. Et donc, ça a été instillé dans les médias en continu pendant 1 an et ça continue encore aujourd'hui. Et donc, ce traitement médiatique, effectivement, est en cause. On l'a revu avec cette séquence. Je rebondis sur la cohérence raciste et mercantile de Trump. On sait que les États-Unis d'Amérique sont les principaux marchands d'armes dans le monde, avec 39% des ventes d'armes mondiales. Il y a un poids important du complexe militaro-industriel aux États-Unis. Quelle est l'influence de ce complexe militaro-industriel dans la prise de décision? Car on sait que, et tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit Biden ou ses prédécesseurs, il y a une fourniture massive d'armements qui servent à génocider, en l'occurrence le peuple palestinien. Et il y a eu le même mécanisme en France avec l'envoi de milliers de cartouches à l'armée israélienne, avec l'envoi de composants qui sont dits double usage civil et militaire pour essayer de noyer le poisson et de ne pas assumer l'envoi de livraisons d'armes qui tuent des Palestiniens. Mais donc, pour ce qui est du cas américain, quelle est l'influence de ce complexe militaro-industriel sur les décisions de la Maison-Blanche? Énorme, mais d'abord je voudrais préciser que dans le cas des livraisons d'armes à Israël, c'est moins une affaire commerciale qu'une affaire idéologique. C'est pas le marché est tellement immense qu'ils ne sont pas dépendants de ce client-là. Énorme. Alors c'est pas en soi nouveau. Déjà, à la fin de son mandat, le général Eisenhower, le président Eisenhower, mais qui en tant que militaire connaissait très bien la manière dont les militaires, en tout cas l'industrie militaire, essayait d'imposer, avait prévenu les Américains, attention, un complexe militaro-industriel a pris le pouvoir aux États-Unis. Enfin, j'ai plus la citation exacte. Donc là, on est en train de parler de quelqu'un c'est de 1960. Il y a plusieurs choses qui sont nouvelles. Alors, une chose qui est plus récente, c'est que le complexe militaro-industriel est devenu la principale industrie aux États-Unis et c'est la seule industrie qui tient encore la route, à une échelle de masse, et ça a un effet d'entraînement. Les immenses investissements, financements injectés dans l'industrie militaire créent un effet d'entraînement sur l'industrie civile, créent de la demande, etc., etc. C'est d'ailleurs, encore une fois, Trump, dans sa logique toute commerciale, il a expliqué aux Européens que, en gros, non seulement c'était pas aux États-Unis d'assurer leur défense, mais en plus, ils avaient intérêt à acheter du matériel américain, de payer eux-mêmes leur défense. Et en gros, ils demandent, comme le disait très bien Jean-Luc Mélenchon, c'est une rente. Ils demandent une rente de 5% par an. Vous achetez du matos américain. Voilà, il est dans une logique purement commerciale. L'économie US a besoin de cela pour tenir et pour vivre. Sur tout un ensemble de secteurs industriels essentiels, elle a été complètement dépassée par la Chine. Alors, ils ont des tentatives pour relocaliser. L'Inflation Reduction Act de Biden, c'était pas autre chose que ça. Donc, il y a une certaine continuité, encore une fois. Mais par contre, la grande nouveauté, en tout cas des dernières années, mais qui là, on voit là, sous nos yeux l'accélération de ce mouvement, c'est le couplage du complexe militaro-industriel avec le numérique, le cœur du capitalisme numérique. Et ça, on a désormais une intervention sans précédent de la Big Tech qui monte depuis 15-20 ans, mais il y avait encore des tentatives de régulation plus ou moins honnêtes, plus ou moins... Voilà, on avait encore des discussions sous le mandat de Biden sur l'idée qu'il fallait casser les monopoles de Google, de Microsoft, de Meta, donc Facebook, de Apple, etc., etc. Là, plus du tout. On a une alliance des seigneurs féodaux, de la Big Tech, pour reprendre les analyses de Cédric Durand sur techno-féodalisme. On a une alliance des seigneurs de la Big Tech avec le pouvoir central, avec Trump, mais en plus, ceux qui n'étaient pas fascistes sont forcés de le devenir.
Regardez, ou en tout cas de se radicaliser. Regardez comment quelqu'un comme Zuckerberg a abandonné du jour au lendemain toutes les préventions en matière de contrôle des données, etc. Et qui a même été jusqu'à renier les politiques un peu vaguement progressistes qu'ils avaient en matière notamment de parité, de défense des minorités, etc. etc. Regardez comme quelqu'un comme Sam Altman, qui est le visage souriant du projet OpenAI, donc le grand projet là où ils viennent de mettre 500 milliards dans Stargate, s'est lui-même rallié au complexe militaro-industriel. OpenAI, il y a encore 2 ans, disait jamais notre intelligence, nos outils d'intelligence artificielle, donc OpenAI, c'est ChatGPT, c'est ceux qui ont créé ChatGPT, ne devra être mis au service de l'industrie militaire et de la guerre. C'est terminé. Ils ont, depuis quelques mois et quelques semaines, ça s'accélère. Il n'y a pas une seule industrie de pointe dans l'intelligence artificielle aux États-Unis qui n'annonce pas un contrat avec le Pentagone, dont OpenAI, dont Palantir, dont Anthropic, rival de... Bon bref, on ne va pas tous les lister, mais c'est un mouvement de fond. Quand on sait l'usage qu'ils veulent faire des données, on va y revenir, c'est extrêmement inquiétant. Je repense à la formule de Jean-Luc Mélenchon qui, dans une tribune il y a une semaine, parlait de colonisation numérique à propos du sommet pour l'action pour l'intelligence artificielle, avec l'influence grandissante des GAFAM et le tapis rouge déroulé aux milliardaires de la tech. Là-dessus, il y a une actualité. Récemment, le fabricant de robots français Aldébaran a été placé en redressement judiciaire avec près de 72 emplois qui sont menacés pour cette entreprise française qui est pionnière de la robotique, qui avait été rachetée en 2022 par un fonds d'investissement allemand qui l'avait abandonné 2 ans plus tôt. Aujourd'hui, que fait l'État pour protéger cette entreprise et plus généralement, que fait la France et quelles sont les propositions de la France insoumise pour protéger la souveraineté économique, pour parvenir à maîtriser les données et finalement pour aller vers une intelligence artificielle qui soit au service de l'intérêt général. Alors d'abord, je voudrais juste rappeler quelque chose que j'ai pas dit pour finir sur les liens entre complexe militaro-industriel et numérique. Les liens sont dans les 2 sens. On a l'image d'entrepreneurs, de self-made men qui ont du jour au lendemain eu un coup de génie, une innovation magique. C'est pas vrai. Toutes les grandes innovations du numérique, à l'époque où ça innovait vraiment, sont plus ou moins le fruit d'investissements massifs du complexe militaro-industriel pendant la guerre froide. Je prendrai un seul exemple, c'est l'écran tactile qu'on a tous sur nos smartphones. C'est un programme développé de mémoire par la CIA ou le Pentagone, et sans lequel personne n'aurait mis les mises de départ, qui étaient immenses. Voilà. Je le dis parce qu'en Europe, on s'est fait larguer aussi en croyant que c'était le marché ferait tout seul, etc. Ça n'est pas vrai. Les Chinois, les Américains, dans une moindre mesure les Russes, qui sont pas du tout au même niveau, ont développé leur industrie, leur hégémonie numérique par des investissements publics massifs et des commandes publiques massives dans les années 90. Donc là, on fait face maintenant à une situation de dépendance totale, et c'est extrêmement grave. Là-dessus, ce que Jean-Luc Mélenchon a dénoncé en parlant de colonie numérique, c'est que en fait, Macron commet une erreur fondamentale. Au lieu de faire un pas de côté et de se dire comment on doit utiliser l'IA, à quelle fin, comment développer nos propres solutions nationales en toute indépendance, quitte à faire un peu moins. Il faut juste identifier des points critiques. Par exemple, il faut un cloud souverain. Il faut un cloud souverain. À l'heure où nous parlons, le propre de ce capitalisme numérique, alors pour le coup qu'il soit chinois ou américain, c'est un capitalisme de rente. C'est un capitalisme qui n'innove plus beaucoup, très peu. Et c'est un capitalisme de rente qui fonctionne avec quoi? Avec les fameuses données. Les données que tout le monde laisse sur Internet, vos données, vos trucs. Pendant très longtemps, c'est Google qui avait inventé ce modèle.
Ces données, elles servaient à quoi? Elles servaient à maximiser les cibles publicitaires, le ciblage publicitaire, et donc Google vendait des encarts. C'est comme ça que Google est devenu un mastodonte. Mais désormais, les données, elles servent à une deuxième chose, et ils en ont besoin de milliards, c'est à entraîner les programmes d'intelligence artificielle. On a besoin de milliards de données pour entraîner les programmes d'intelligence artificielle, quels qu'ils soient. Et donc là, on a une accélération de la course à de la prédation sur les données. C'est donc pour cela qu'il faut absolument refuser de rentrer dans ce mécanisme dans lequel on est déjà en grande partie, mais on doit faire un pas de côté et ne pas, ou être extrêmement méfiant dans la manière de travailler avec des partenaires états-uniens. Or là, ce qu'annonce Macron, c'est derrière les 109 milliards annoncés, bon, d'abord une pile de milliards, aussi élevée soit-elle, ça ne fait pas une stratégie. Mais c'est tout simplement, il a déroulé un tapis rouge à la tech américaine, qui est venu en partie à Paris, nous humilier par ailleurs, parce que le vice-président Vance au sommet de Paris est venu expliquer qu'il n'était pas question d'avoir des régulations, que les Européens, etc., faisaient n'importe quoi, qu'avec leurs régulations, ils allaient brider l'innovation, ce qui est totalement faux. On pourrait très bien le montrer le contraire. C'est le droit et l'innovation, c'est le droit qui a permis l'innovation, en garantissant la passation de certains brevets qui viennent dans le domaine public, etc. Mais bref. Et Macron nous annonce vouloir que la France soit leader européen dans le domaine. Mais comment il s'y prend? Il s'y prend avec des participations, avec des entreprises qui sont elles-mêmes pieds et poings liés et totalement impliquées dans le capitalisme numérique américain, et notamment les projets comme Stargate, etc. Vous prenez Mistral. Mistral, qui est vu comme l'alpha et l'oméga de l'intelligence artificielle à la française. Du jour au lendemain, en 2023, on a pensé que c'était la solution. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que la France a tourné kazakh et a demandé, alors qu'avant, elle était plutôt en pointe sur la régulation des activités des grands acteurs américains du numérique, ou chinois d'ailleurs, mais les Chinois sont moins présents en Europe. Donc, du jour au lendemain, la France a travaillé à affaiblir ces régulations. Sans compter qu'au niveau européen, il y a des régulations, mais qu'il n'y a pas les moyens de les appliquer. Mistral travaille avec Microsoft. Microsoft, c'est l'un des deux géants de la captation de données, des clouds. Je te rappelle le scandale Health Data Hub. Bon, c'était Microsoft, ou nos données de santé, etc. On annonce 50 milliards, entre 30 et 50 milliards d'investissements par une société émirati s'appuyant sur un fonds souverain émirati pour créer la plus grande école d'intelligence artificielle d'Europe en France. Bon, cette société, elle est totalement impliquée dans le projet Stargate aux États-Unis. Donc, quelle garantie on a qu'en faisant ce genre de rapprochement pour devenir en gros le premier des féodaux derrière le grand suzerain américain, quelle garantie on a que tout simplement on ne va pas continuer à se faire pomper toutes les données, et que c'est un risque énorme pour notre souveraineté nationale, mais également et ça va de pair avec pour la liberté des citoyens, la liberté de ne pas être écouté, de ne pas être surveillé, etc., etc. Je voudrais quand même rappeler que derrière le visage souriant de certains comme Sam Altman, l'autre grand architecte du projet Stargate, dans lequel 500 milliards sont investis, je rappelle, c'est Larry Ellison. Et Larry Ellison, il faut aller regarder sa vision du monde. Larry Ellison, le 11 septembre 2020, il a eu une révélation. Et comme beaucoup, il s'est radicalisé en pensant que le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme, c'était de surveiller tout le monde, ce qui est une très grave erreur, parce que quand on surveille tout le monde, on ne voit plus rien. C'est qu'en gros, on récolte toutes les données possibles sur les citoyens américains et qu'on les mette dans une seule base de données de sécurité nationale. Et là, il continue. Son projet, vous pouvez aller regarder, c'est qu'on soit filmé en permanence.
en permanence. Avec des petites caméras. Alors il explique que c'est bien, que c'est progressiste. Il explique que par exemple, il sait parler à tout le monde, hein, parce qu'il explique que par exemple, on n'aurait pas pu avoir le meurtre de George Floyd aux États-Unis, ce citoyen noir américain tué par la police, parce que avec le système qu'il propose lui, tout le monde serait filmé tout le temps et immédiatement l'intelligence artificielle qui est connectée à la caméra qui filmait, que les policiers, comme tout citoyen, devraient porter sur eux, aurait immédiatement envoyé un signal au centre de la police, désactiver les armes. Bon, tout ça est dystopie. Tout ça est délirant, c'est une dystopie. Il concède qu'on pourra parfois dire qu'on veut pas être filmé quand on va aux toilettes, etc. Mais c'est juste que le film ne sera pas interrompu, c'est juste que l'intelligence artificielle ne l'analysera pas sur le moment. Sauf si un juge le demande. Alors, voilà la vision de la société qui est portée par les gens qui sont au cœur du capitalisme numérique. Parce qu'on se focalise beaucoup sur Elon Musk, qui est le plus fantasque et qui, lui, vient de mettre la main sur les données d'à peu près toutes les données de santé des Américains. On est en train de parler de milliers de milliards de données, que même pour lui, c'est énorme. Il met la main dessus en étant nommé au poste auquel il a été nommé. Donc, il y a un risque énorme pour la démocratie aux États-Unis, tout simplement, qui est déjà sévèrement amochée. Et pour les chez nous aussi. Donc, on doit refuser de travailler avec ces gens. Et alors là, on va nous dire, mais oui, mais comment on fait? Ils sont tellement incontournables. C'est vrai, ils sont hégémoniques sur le marché. Eh bien, on doit faire un pas de côté et on doit mettre la compétition ailleurs. Ça n'a aucun sens, même sur le plan écologique, sur le plan de notre vision de la société, sur le plan même des besoins économiques, etc. Ça n'a strictement aucun sens de rentrer en compétition avec des géants, des gamams qui de toute façon ont pris 20 ans d'avance sur l'accumulation des données, etc., etc. Il faut faire un pas de côté. Ce que nous on propose, c'est que le programme d'intelligence artificielle soit déjà souverain sur les points clés, donc cloud souverain, etc., etc. Qu'on développe des programmes français, y compris dans la recherche publique. On avait fait des très bonnes percées en intelligence artificielle dans la recherche publique française. Ça n'a pas été soutenu. Qu'on arrête de se focaliser sur les startups, etc., qui, quand elles arrivent à faire quelque chose, de toute façon, finissent par être rachetées par les Américains. Voilà, et que on se pose la question de savoir au service de quoi on veut mettre l'intelligence artificielle. Il y a aussi l'ouverture au service des biens communs, au service de. Voilà. Il y a aussi l'ouverture, je crois, des data centers publics. Oui. Dépendants. Et face à. Data center public, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est l'équivalent de. Enfin, ça va de pair avec des clouds souverains. D'accord. Et face au cas de la société Aldébaran, donc entreprise pionnière, il y a aussi, j'imagine, la nécessité de mettre en place des mesures de protection d'entreprises qui sont déjà avancées sur le domaine de la tech, en quelque sorte. Oui. Je voudrais rappeler une dernière chose, c'est que, avant de parler d'Aldébaran, c'est que le numérique, c'est aussi une question de droit. Et là, l'une des propositions phares dénoncées à juste titre dans cette tribune par Jean-Luc Mélenchon sur la tribune dont tu parlais, l'une des propositions phares de Macron, c'est de reprendre une proposition de gouvernance publique-privée dans lesquelles les principaux acteurs du GAFAM, des GAMAM, on dit GAMAM maintenant, hein, depuis que Facebook est devenu Meta, des GAMAM auraient un rôle clé. Et nous, on est en radical, on ne veut pas demander à ces gens-là qui ont cette vision du monde de participer de la régulation et du droit qui encadre les activités. Donc nous soutenons totalement, au contraire, la vision qui est très claire pour le ministère français des Affaires étrangères, et Emmanuel Macron ferait bien de s'appuyer sur les services du ministère français des Affaires étrangères plutôt que d'être fasciné par les seigneurs de la tech US dans ce domaine. Pour nous, le droit international, enfin l'activité numérique est une nouvelle composante du droit international. Donc ça veut dire non-arsenalisation du numérique, etc., etc. Et nous avons des hauts fonctionnaires à l'ONU qui tiennent la tranchée sur ce sujet. Où sont passées les déclarations du sommet de Londres sur l'IA de mémoire, où la déclaration où on garantissait un usage non belliciste de l'IA, où s'est passé tout ça?
Il faut remettre sur la table les discussions à l'ONU sur ce sujet. Et alors on peut nous dire ah mais ça avancera pas, les Chinois. Oui mais enfin si on n'essaye pas, on n'aboutira à rien. Et c'est pas en leur proposant de devenir eux-mêmes régulateurs. Mais ça c'est la vision du monde de Macron, de tous les néolibéraux en voie de radicalisation et d'extrême droitisation. C'est qu'en gros les milliardaires sont les mieux placés finalement pour faire le droit. Et sur Et Aldébaran, pardon, c'est un cas d'école. Aldébaran, c'est une société française qui était pionnière dans la robotique humanoïde, en gros, qu'on a laissé, alors, qui quand même a été soutenue par la BPI, la Banque publique d'investissement, donc c'est sur fonds publics initialement, en tout cas en partie, qu'on a laissé se faire racheter par des actionnaires japonais qui ont capté le savoir-faire, les principaux brevets, qui ont réduit les ambitions. Il y avait plusieurs robots sur lesquels ils travaillaient. Ils se sont focalisés sur un seul. Donc ça a commencé à péricliter. Sur ce, un actionnaire allemand est arrivé. Puis finalement, au bout de 2 ans, a trouvé que voilà, les pertes étaient trop importantes, etc. Et là, hop, on ferme la boutique. Bon. C'est le symbole du désastre. On pourrait multiplier les exemples. Non, l'État doit venir au secours de cette société. Moi, je suis pas le plus compétent pour savoir si ces robots-là, ils correspondent à la nécessité là maintenant. Mais à minima, il y a des ingénieurs, il y a un immense savoir-faire, il y a des brevets, donc il faut sauver cette société, voilà. Et je rebondis sur la question des libertés individuelles qui sont atteintes par les GAFAM et leur influence grandissante. Je prends un exemple. Si demain, je décide d'acheter un Mac, du jour au lendemain, en fonction des décisions états-uniennes, certaines données, 1, peuvent être captées, 2, le sont déjà peut-être, et 3, en fonction des décisions américaines, ils peuvent décider de bloquer tel et tel accès aux plateformes sur le Mac, étant donné qu'ils ont des lois d'extraterritorialité sur leur matériel. C'est bien ça ? Oui. Dès lors qu'on travaille avec du matériel états-unien, on peut être sous le coup de ce qu'on appelle l'extraterritorialité de la loi. En vérité, c'est un terme impropre parce que ça donne l'impression que c'est légal en dehors du territoire des États-Unis. Non, l'extraterritorialité de la loi, c'est-à-dire l'application de la loi états-unienne ailleurs dans le monde, c'est totalement illégal au regard du droit international. Donc moi, je préfère dire l'imposition de leurs normes, de leurs lois, de leurs desiderata. Parce qu'en fait, c'est un pur rapport de force. C'est illégal au regard du droit international, mais beaucoup de gens s'y plient. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent continuer à avoir accès au marché US. Donc typiquement, quelqu'un comme Bernard Arnault va être terrorisé à l'idée de ne plus avoir accès au marché US. Voilà, donc pour revenir sur... Et donc dès lors que vous échangez en dollars, que vous utilisez même une pièce dans toute une machine US ou un Mac, ou en effet, vous pouvez tomber sur le coup de l'extraterritorialité de la loi. Et alors là, c'est tout un univers qui s'ouvre. Ça peut être accès à vos données privées en vertu du Patriot Act, donc sécurité nationale, mais ça peut être aussi plutôt des lois relatives au commerce et à la défense des industries US, etc., etc. Vous n'êtes plus souverain. Voilà, c'est ça d'où l'importance absolue, l'impérieuse nécessité d'avoir des clouds souverains, entre autres, pour que nos données ne soient pas stockées sur du matériel états-unien. Et là, l'ambition française n'a fait que s'affaiblir ces dernières années, et l'ambition européenne est quasi inexistante. C'est un grave problème. À chaque fois que quelqu'un essaye de faire quelque chose dans le sens d'une forme d'autonomie et de souveraineté européenne dans le domaine notamment du numérique, les lobbies des GAMAM passent derrière. Van der Leyen, je veux dire, elle a tamponné Google sur le front, quoi. Est-ce que c'est ce qui explique qu'on n'a aucune garantie que le fonds européen qui existe actuellement ne soit destiné à acheter du matériel européen ? Alors ça, c'est autre chose. Un domaine strictement militaire. Mais là, oui, c'est la même logique. En fait, il y a une histoire longue de la construction de l'Union européenne qui à la fois avait pour ambition officielle de peser, de monter en échelle, etc., mais qui, dès le départ, s'est lié pieds et poings aux États-Unis, qui eux-mêmes n'ont jamais toléré l'idée qu'il y ait une puissance européenne qui émerge
et qu'il puisse devenir un concurrent de l'OTAN ou quoi que ce soit. Donc, il y a eu un deal permanent. On a fait une note à l'Institut La Boétie qui raconte l'histoire du point de vue d'un point de vue extra-européen de la construction de l'Union européenne. Et on voit bien, Marlène Rosano-Grange, qui a fait sa thèse là-dessus, montre très bien comment, en fait, les Américains, soit au départ, ont voulu casser tout projet européen. Quand ils ont vu que ça se ferait, ils l'ont pris sous leur contrôle. En s'entendant toujours avec les élites les plus libérales ou néolibérales déjà à l'époque, souvent allemandes, bruxelloises. Quand les Européens ont eu l'idée de faire une communauté européenne de défense, ils ont dit mais sous état-major états-unien, raison pour laquelle cette communauté européenne n'a pas vu le jour à l'époque, pas formellement parce que les gaullistes notamment s'y sont totalement opposés, alors qu'au départ c'était un projet français. Mais les gaullistes et les communistes ont bloqué ce projet à l'Assemblée, parce qu'à l'époque, les parlements étaient quand même saisis sur les affaires européennes. Et ils ont vite compris que c'était un outil de vassalisation et non pas de montée en puissance d'une capacité de défense autonome face à l'Union soviétique ou tout autre acteur. Voilà. Et donc on traîne ça depuis des décennies, il n'y a rien de nouveau pour le coup de ce point de vue-là, et donc on a des acteurs, des partenaires européens qui dans leur immense majorité sont complètement atlantistes, c'est-à-dire n'arrivent pas à concevoir leur rôle dans le monde et leur défense, etc., en dehors de la relation avec les États-Unis, et présupposent une communauté de valeurs et d'intérêts. C'est tout ça qui vient de s'effondrer. Dans la brutalité, mais on savait depuis des années. L'Europe était prévenue, rien n'a été fait pour anticiper. Tu le disais, donc cette histoire de Fonds européen de défense, en effet, il y a un Fonds européen de défense qui a été créé, il y a quelques années désormais. La France essaye d'obtenir on parle d'argent public, hein. On parle d'argent public et on parle d'un fonds qui est censé aider à construire des capacités militaires et matérielles autonomes pour l'Europe. Les Français se battent pour obtenir que ce fonds européen de défense ne serve à acheter que du matériel européen. Bon, ils n'y arrivent pas. Et quand Trump demande à tout le monde de mettre 5% du PIB, il veut, lui, une rente et qu'on continue à acheter du matériel de l'autre côté, etc. On peut vous débrancher du jour au lendemain. Bon, d'abord, ça veut dire qu'on ne construit pas nos propres capacités. Mais par ailleurs, ce matériel, ils peuvent le débrancher du jour au lendemain. Par exemple, c'était cette fameuse interview qui a une vingtaine d'années maintenant de l'ancien chef d'état-major des armées, le général Bentégeat, qui rappelait que si la France n'avait pas eu une forme de capacité autonome sur les trois armes, air, terre, mer à l'époque, on ne parlait pas encore du numérique, elle n'aurait pas pu refuser d'aller faire la guerre en Irak en 2003 avec les États-Unis. À l'époque, les États-Unis avaient mis des mesures de rétorsion, mais qui ne nous impactaient pas trop parce qu'on était très peu dépendants. Mais la dépendance n'a fait que s'aggraver, y compris côté français. Et donc vous ne pouvez pas, en fait, avoir votre propre vision du monde, votre propre vision des choses, si vous êtes totalement dépendant d'un acteur extérieur. C'est ce monde qui vient de s'effondrer avec les déclarations de Trump sur l'ouverture de négociations bilatérales avec juste les Russes, sans les Européens, sans les Ukrainiens, sur la guerre en Ukraine. Là-dessus, j'allais y venir justement sur la guerre en Ukraine. Donc la situation est que les États-Unis d'Amérique négocient seuls avec la Russie. Depuis le début du conflit, la France insoumise a une ligne claire et répétée de négocier pour aller vers la paix. A contrario, on a vu des déclarations du chef de l'État avec la possibilité d'envoi de troupes au sol et puis une rhétorique militaire, une rhétorique guerrière qui contrastait avec la demande de la France insoumise de négocier, d'obtenir des garanties de sécurité mutuelle pour les deux parties. La question, c'est est-ce que les États européens, on a déjà commencé la réponse, tu as déjà commencé à y répondre, mais est-ce que les États européens vont continuer ce suivisme pro-OTAN face à l'effondrement de leur logique? Non mais c'est une impasse, puisque j'entendais Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, dire ce matin, il faut reprendre, l'heure est à prendre le contrôle sur l'OTAN. Donc
l'Alliance Nord, d'en faire un truc purement européen. Bon, ça n'a pas de sens. Les États-Unis ne vont pas comme ça larguer les amarres. Ils vont maintenir l'OTAN, notamment parce que c'est le débouché pour leurs armements. Bien sûr. Et après, quand il s'agit d'envoyer des hommes, des soldats, etc., ils diront les Européens, vous démerdez, on en a marre de... Donc c'est absurde, ça n'a pas de sens. Il faut sortir du logiciel atlantiste. En ce qui concerne... les Européens ont été sidérés par les annonces de Trump et Poutine d'ouverture de négociations bilatérales, sans tenir aucun compte de l'avis des Européens, des Ukrainiens, etc. Mais on était prévenus et rien n'a été fait. Ça fait 3 ans que les Européens sont dans le déni. Rien n'a été fait pour que des négociations puissent être entamées avant sur d'autres bases. On a continué pendant 3 ans à expliquer que la Russie allait s'effondrer militairement et économiquement. Ça n'est pas arrivé. On a continué pendant 3 ans, alors même Washington sous Biden, il n'y a pas besoin d'attendre Trump, même sous Biden, Washington avait mis un veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est juste que le veto de Biden était beaucoup plus discret que les envolées de Trump. Mais l'Europe a continué à s'accrocher à ces objectifs-là, à dire qu'il fallait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et elle s'est enfermée dans le déni sur la réalité du rapport de force. Donc au lieu, je ne dis pas que c'était facile, je ne dis pas il n'y a qu'à Faucon, je dis qu'on n'a pas essayé. On n'a même pas essayé. Moi, l'an dernier, j'ai eu l'honneur de défendre les positions de la France Insoumise lors du seul débat qu'il y a eu sur la guerre en Ukraine, un débat 51, et où je disais à l'époque, il est urgent de réaliser, de prendre conscience qu'il n'y a pas d'issue militaire acceptable à ce conflit. Je dis bien acceptable, parce qu'après on peut toujours dire, voilà, chacun rase l'autre. Bon. Mais il n'y a pas d'issue militaire acceptable à ce conflit. Donc il faut enclencher des négociations. Et je disais, la diplomatie, c'est aussi chercher la lumière au milieu du tunnel. C'est parler avec ceux qui ne sont pas nos amis, c'est pas une posture morale. C'est aller de proche en proche, trouver des points très concrets sur les exportations de blé ukrainien, sur la sécurisation des infrastructures nucléaires, des points très concrets pour obliger les Russes et les Ukrainiens à se mettre autour de la table et pour empêcher que... Parce que Poutine avait le temps pour lui. C'est ça l'erreur fondamentale. Fondamentale. Les Européens se sont répétés à eux-mêmes en permanence que la Russie allait s'effondrer. Et ça ne se passait pas parce que les Russes avaient une stratégie et ont tout fait. Et autant au tournant des années 2010, ils étaient très très vulnérables aux sanctions occidentales. Autant à partir du milieu des années 2010, ils ont fait tout un tas de réformes pour se rendre moins vulnérables. Modernisation de leur agriculture, développement d'un réseau bancaire parallèle qui ne compense pas en effet le manque d'accès à SWIFT, le réseau, mais qui permet quand même de continuer les échanges internationaux et que leur banque fonctionne. Voilà. Sont beaucoup plus tournés vers les Chinois, etc. Et là, donc, les Européens, c'est la méthode Coué, quoi. Nous allons gagner parce que la Russie va s'effondrer. Nous allons gagner parce que la Russie va s'effondrer. Nous allons gagner parce que la Russie va s'effondrer. Regardez, il y a des prémices d'effondrement. Enfin, je veux dire, il y a des déclarations. Vers mai-juin 2022, Bruno Le Maire nous explique déjà à l'époque que l'économie russe est à genoux, est à terre. Bon, ça fait 3 ans et demi que la guerre continue et qu'on ne voit pas non seulement de point de faiblesse, mais que ça fait plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, si on regarde de près, que l'Ukraine n'a pas gagné 1 mm² et qu'au contraire, c'est les Russes qui ont toujours avancé. Certes lentement, certes en grignotant, certes avec d'énormes pertes, mais on ne voit pas une issue militaire. Quant au retrait américain, il était prévisible. Même Biden, il y allait de plus en plus à reculons. Parce que, au-delà des outrances de Trump, de son côté dealmaker, où il explique aux Ukrainiens qu'on a déjà dépensé beaucoup trop d'argent dans leur défense et que lui, il veut récupérer sa mise en prenant leurs ressources, en gros, hein, c'est ce qu'il a expliqué. Biden, lui, il était dans la continuité d'Obama et de Trump 1,
dans l'obsession du pivot asiatique. C'est-à-dire il faut se désengager des bourbiers qui ne représentent pas une importance vitale pour nous. Pour se concentrer sur l'Asie-Pacifique. Pour se concentrer sur la Chine et l'Asie-Pacifique. C'est une obsession chez eux depuis 15 ans. Et à chaque fois, ils ont toujours essayé, mais ils sont toujours rattrapés par leurs engagements impériaux aux quatre coins du monde. Et leur obsession, c'est d'accélérer dans cette direction. Alors chacun avec son style, avec Trump avec une énorme brutalité, etc. Et là, c'est très inquiétant parce que c'est quoi la première réaction des Européens sous l'égide de Macron face aux déclarations de Trump et de Poutine? C'est de continuer à faire la même chose. Et on est dans la pure incantation déclaratoire. Macron a convoqué un sommet à l'Élysée et on a coché toutes les cases des bourdes et des impasses qu'on constate et sur lesquelles on interpelle, voire qu'on dénonce depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. On prétend être tous ensemble, les Européens, etc. On oublie d'inviter des partenaires considérés comme clés. Je veux dire, les Roumains, ils ont une frontière avec l'Ukraine. Les Tchèques, les gars disent ouais, nous on aurait aimé être invités aussi. Tu vois. Les Tchèques, ils étaient au cœur. Quoi qu'on en pense par ailleurs, c'est pas ma ligne, mais dans le logiciel de Macron, ils ont une importance, les Tchèques. C'est eux qui se sont rendus disponibles pour essayer de faire la plus grande commande d'obus qui serait fournie à l'Ukraine. Ils ont gardé un vieux savoir-faire en matière d'intermédiation dans le commerce militaire, hérité de la guerre froide, où c'était l'un des rares pays qui commerçait avec tout le monde, même si c'était dans le bloc de l'Est. Enfin bref. Les Roumains, ils ont une frontière avec l'Ukraine. On a des soldats là-bas. Macron est capable d'improviser un sommet comme ça pour faire le malin et faire de la com', il oublie de les inviter. Alors après, les invités qui étaient là, on a continué sur les mêmes turpitudes. Oui, on va envoyer des soldats au sol, en Ukraine. Bon, c'était déjà ce qu'avait dit Macron l'an dernier, de manière complètement absurde, ce qui avait amené ce débat à l'Assemblée. Puis finalement, les Suédois qui disent « Oui, non, mais on enverra, mais si les Américains, ils vont aussi. » C'est absurde. Il est évident que les Américains n'iront pas en Ukraine. Déjà, Biden refusait tout envoi de troupes en Ukraine et c'est pas vraiment la direction que prend Trump. Les Anglais, ils ont dit la même chose. Quant à Macron, il a dit qu'on pouvait envoyer des soldats, mais puis le lendemain, il a dit l'inverse. Non, j'ai pas dit ça. Bon, c'est la cacophonie. Scholz, le chancelier allemand, lui est parti avant les autres. Il a des élections dans une semaine et il n'a pas envie de se mettre dans ce bourbier et de dire la connerie de trop. Donc il est parti, il avait piscine. Enfin, c'est une débandade. Ils sont comme les lapins dans les phares de la voiture. Ils n'ont pas de stratégie. Et donc la seule chose qu'on a annoncée, c'est un 16e paquet de sanctions envers la Russie. C'est vrai que les 15 premiers ont été d'une immense efficacité. Ouais, inefficace et absurde. Voilà, donc, et après on répète comme un seul homme, Europe de la défense, Europe de la défense, Europe de la défense, sans se poser la question de savoir si les conditions matérielles, je l'ai déjà dit, elles ne sont pas réunies. Pour qu'il faut une Europe de la défense, il faut qu'il y ait du matériel européen en quantité suffisante et en qualité suffisante. Mais même mais avant tout, les conditions démocratiques et doctrinales, stratégiques, ne sont pas réunies. Démocratique parce que d'abord la défense, c'est quand même le degré ultime de la souveraineté. Donc pour nous, la souveraineté, elle est populaire. Donc tant que l'Europe fonctionne comme ça, on considère que c'est une atteinte à la souveraineté des peuples de commencer à décréter comme ça, de manière très indirecte, par des gens qui sont élus par personne pour certains, qu'il faut faire telle ou telle Europe de la défense. Mais tout simplement d'un point de vue stratégique, parce que pour pouvoir faire une défense qui ne soit pas une simple addition de forces plus ou moins conséquente, plutôt moins, il faut une vision cohérente en termes d'intérêts communs, en termes de vision du monde, etc. Et c'est pas vrai que cette cohérence n'existe pas. C'est d'où la raison pour laquelle l'Europe en reste à des niveaux de généralité pas du tout opérationnels dans ses déclarations. C'est pas vrai que les Allemands ont la même vision que les Français sur la question de la souveraineté européenne et nationale. Les Allemands sont effrayés à l'idée de se couper du parapluie américain,
Et pendant des années, ils ont laissé dépérir leur industrie de défense. Et voilà, donc là, ils ressortent un peu. Mais enfin bref, je ne vais pas multiplier les exemples. Il n'y a pas oui, il n'y a pas d'intérêt convergent. Donc nous, ce qu'on propose, c'est déjà, pour commencer, c'est de repartir des réalités. Donc je ne sais pas, il est peut-être trop tard finalement. Donc nous, on demande un nouveau débat à l'Assemblée pour prendre acte de la nouvelle donne. Tu as vu que Macron convoque à nouveau les chefs de parti. Donc c'est ce qu'il a fait l'an dernier après avoir dit sa connerie sur l'envoi des troupes au sol en Ukraine. Et après, on a vu un débat, soi-disant, sur les accords de défense. Non, en fait, le débat, c'était pour donner un blanc-seing au président de la République qui a fait des déclarations qui étaient à l'époque jugées irresponsables, pas simplement par la France insoumise, mais par des gens aussi gauchistes et yéyés que Jean-Pierre Chevènement, que Dominique de Villepin, qui avaient tous parlé de déclarations irresponsables. Là, ils recommencent, ils convoquent les chefs de parti, etc., pour leur dire quoi, on le verra. Mais ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan à part la méthode Coué, le wishful thinking, comme on dit en anglais. C'est, à force de dire quelque chose, ça va finir par arriver. Non, en fait. Donc, à part continuer à s'enfermer dans une logique militaire en Ukraine qui est une impasse, surtout encore plus avec le nouveau cadre. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est déjà prendre acte, partir des réalités. Donc se replacer dans le jeu des propositions sur un plan de paix avec des vraies garanties de sécurité mutuelle, que le point de vue des Européens soit pris en compte, etc. Mais pour ça, il faut abandonner un certain nombre de dogmes, et notamment celui de mettre comme condition la possibilité que l'Ukraine rentre dans l'OTAN avant toute négociation. Parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de négociation. L'Union européenne, c'est encore différent, mais l'entrée dans l'Union européenne, nous on est contre, mais apparemment les Américains n'en font plus et les Russes n'en font plus un veto, mais bon, nous on est contre pour d'autres raisons. Et puis en ce qui concerne le renforcement des capacités matérielles et la lutte contre la dépendance aux États-Unis, il faut réhabiliter des programmes très concrets, mais pas à l'échelle de toute l'Union européenne et pas pilotés par la Commission, avec des échelles binationales, bilatérales, trilatérales, quadrilatérales. C'est comme ça que les grands projets industriels européens, ceux qui ont réussi il y a bien longtemps maintenant, Ariane, qui au départ est français, mais qui après prend vite une dimension européenne, le spatial en tout cas, l'aéronautique, etc., c'est des savoir-faire nationaux qui sont agrégés, souvent français, mais pas que. Il y avait des savoir-faire italiens, allemands, espagnols. Et sans se laisser corseter par les absurdes règles qui sont arrivées par la suite, empêchant la création d'entreprises publiques stratégiques, empêchant trop d'aides d'État, empêchant l'existence d'une politique industrielle digne de ce nom. Et on a eu des réussites. On a eu des vraies réussites. Mais il faut arrêter de faire croire aux gens qu'à 28, 27, on peut, comme ça, du jour au lendemain, changer la donne, alors que ça fait des décennies que l'Europe n'a jamais été construite pour être une puissance et un acteur souverain. Voilà. Il n'y avait pas cette volonté, c'est pas vrai. Il y a aussi la question de la dépendance aux informations, aux renseignements. C'était le cas au Mali, lorsque la France dépendait en grande partie des renseignements militaires américains. Aujourd'hui, il y a une actualité sous Trump qui est que la CIA a annoncé un vaste plan de départ volontaire de ses agents. C'est en quelque sorte une manœuvre qui vise à refonder la CIA à l'image de Donald Trump. Ma question, c'est quel rôle va jouer cette agence qui est connue pour avoir fomenté coups d'État, massacres, assassinats ciblés au service de l'impérialisme américain? Quel rôle va jouer cette agence dans cette nouvelle ère, en quelque sorte, cette nouvelle recomposition? Il y a ce qu'on en sait, et puis il y a le reste. Par définition, les activités de la CIA ont vocation à être en grande partie secrètes. Ce qu'ils ont dit, mais ça rejoint la CIA, en gros, n'échappe pas à l'obsession de Trump et de son équipe de réduire la surface publique de l'État et de donner la place à la gouvernance privée sous l'égide des grands seigneurs de la tech, entre autres. Et donc,
Là, les objectifs qui sont assignés à la CIA, c'est de se concentrer plus sur le trafic de drogue, sur la Chine, et de faire beaucoup plus appel aux technologies de pointe. À partir de là, ils vont accélérer et aller encore plus loin dans la surveillance généralisée, qui était pourtant bien poussée. Confère les révélations de Snowden, confère les révélations de Julian Assange, dont je rappelle que la seule fois où il y a eu un projet avéré d'assassinat qui le visant, c'était la CIA sous Trump. Pompeo. Alors, je ne dis pas que Biden a été gentil et qu'Assange, mais en tout cas, le principal projet avéré d'assassinat de Assange, c'est la CIA de Trump, sous Trump 1. Donc à partir de là, il faut mais on rejoint la discussion qu'on avait déjà. Il faut établir un mur autant que possible pour protéger nos données, pour protéger entre eux et nous. Voilà. La NSA, qui est une variante, il y en a des dizaines d'agences de renseignement aux États-Unis. Rien que le budget du renseignement aux États-Unis, c'est presque l'équivalent, ou ça doit même être l'équivalent du budget annuel de la défense, de toute la défense française. Donc c'était la NSA qui avait fait les écoutes de nos dirigeants, de Hollande, etc., qui n'avaient rien trouvé à redire, de Sarkozy, de Merkel. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Il y a une obsession de surveiller, d'écouter, etc., qui n'est pas propre aux États-Unis, mais sauf qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Et cette dérive, elle est aussi liée à la vision de la guerre au terrorisme, en fait. Il y a un avant et un après les attentats islamistes dans le rapport aux libertés publiques. On a les conservateurs, même les libéraux, ont laissé croire que le meilleur moyen de se prémunir du terrorisme, c'était de surveiller tout le monde. C'est une grave erreur, évidemment, du point de vue de nos libertés publiques. Ça sape les démocraties. Mais en plus, c'est une erreur opérationnelle. Je ne vais pas rentrer en détail, mais on sait très bien que plus on accumule des données, moins on est efficace pour les traiter. Et donc, je pense que ce sera une CIA liberticide, gargantuesque en matière de données et d'usage des technologies pour remplacer justement sûrement une baisse d'effectifs humains. Mais gageons que ce sera une CIA peut-être encore moins efficace. Espérons-le. Ce qui serait bien. Non, mais je le dis parce que vraiment cette fascination pour... voilà. Et parce que il y a quelque chose qui ne ressort pas suffisamment de cet échange, c'est que derrière les muscles, derrière les démonstrations de force, etc., on a affaire à une puissance très fragile. Que ce soit en interne, du fait de l'état sanitaire, l'état idéologique de la société américaine, extrêmement clivé, etc. Mais y compris même en externe, des pans entiers, je l'ai déjà dit, de l'économie leur échappent désormais au profit de la Chine. Mais même dans la guerre à l'intelligence artificielle et au numérique qu'ils ont essayé de lancer avec la Chine pour que la Chine s'épuise, pour l'instant, les Chinois ne sont pas tombés dans le piège. Ils font dans certains domaines mieux, dans d'autres aussi bien, d'autres moins bien. Ils ont réussi à contourner avec l'affaire avec DeepSeek les sanctions sur les puces et les microconducteurs, en faisant quasiment aussi bien, si ce n'est mieux que ChatGPT, mais avec du matériel moins perfectionné et qu'ils arrivent à produire eux-mêmes, notamment sur les microconducteurs dont ils étaient très dépendants. Donc on peut très bien imaginer aussi un éléphant qui s'effondre sous les coups de sa propre hubris à investir des centaines de milliards, qui sont aussi des bulles. Nvidia, le leader mondial de la puce, a perdu 700 milliards en bourse quand les Chinois ont sorti leur truc DeepSeek, concurrent de ChatGPT. 700 milliards, ça prouve qu'il y avait une bulle en une nuit. Voilà. Arnaud, on arrive vers la fin de cet entretien. Une dernière question concernant la situation au Congo. Depuis 30 ans, le Congo connaît une guerre avec l'est du pays qui est dévasté, avec l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 qui mènent aujourd'hui une invasion. Des crimes contre l'humanité sont commis. Il y a eu des millions de morts sur la période. Aujourd'hui, ma question, c'est que fait la France dans cette situation au Congo? Est-ce qu'elle joue un rôle de second plan? Est-ce qu'elle fournit des efforts pour aller vers une résolution du conflit? Pas suffisamment. Bon, au départ, pas du tout. Il y a eu du mieux, mais là, pas suffisamment.
Mais permets-moi de remonter un tout petit peu en arrière. C'est une guerre de 30 ans, comme tu l'as dit, à laquelle on ne comprend rien si on ne repart pas des années 90 où, en gros, dans la foulée du génocide au Rwanda, l'armée de Kagame est venue poursuivre officiellement les génocidaires dans l'est du Congo, mais très très vite, ça a tourné à la guerre générale, et parce que il y avait notamment les opposants à Mobutu, qui était à l'époque le président dictateur de la République démocratique du Congo, qui s'appelait le Zaïre. Son principal opposant, Kabila, était lui-même auxiliaire de l'armée rwandaise. Donc ils sont arrivés dans ces pays. Tout ça fait que il y a eu une guerre généralisée. À un moment donné, il y avait 9 pays qui se battaient soit directement, soit par proxy, c'est-à-dire par auxiliaires, mercenaires, milices, sur le territoire de la République démocratique du Congo. C'est un drame absolu. Je rappelle que ce pays, ce peuple, est un des peuples les plus martyrs de la colonisation européenne. La colonisation n'a été sympathique nulle part, c'est partout de l'exploitation, etc. Mais au Congo, on est allé très très loin. Le Congo était la propriété personnelle du roi des Belges, et les traitements infligés aux personnes qui ne respectaient pas les règles ont été d'une cruauté absolue. On dit souvent que les racistes, ils voient dans la cruauté de cette guerre, de la guerre de 30 ans qu'il y a au Congo, qui a fait en effet des millions de morts, une forme de dégénérescence ethnique africaine, etc. Mais il faut quand même savoir que beaucoup des pratiques les plus violentes qui sont assimilées à de la barbarie dans cette guerre sont reprises d'un héritage colonial belge et de l'époque où c'était... Léopold II, c'est ça? C'est le roi Léopold II qui... Ouais, il était propriété... C'était sa propriété personnelle. Nous, on est allé... je dis ça parce qu'on ne peut pas, sans l'histoire, comprendre ce qui se passe. On est allé avec Jean-Luc Mélenchon, Carlos Bilongo et Nadège Abomangoli. Carlos Bilongo est député franco-congolais. Il est franco-congolais et il a surtout la présidence du groupe d'amitié France-RDC à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon était attendu là-bas et Nadège Abomangoli aussi. Nous sommes allés il y a un peu plus d'1 an maintenant. Jean-Luc Mélenchon a fait un discours devant la statue de Lumumba. Lumumba, c'est le grand héros de l'indépendance en RDC. Il avait une vraie vision pour son pays. Il a tenu 6 mois. Les Français, les Belges et les Américains ont dès le départ tué dans l'œuf ce projet en le faisant, en fomentant des sécessions qui l'ont complètement... qui ont rendu son gouvernement incapable de diriger le pays, et finalement en le liquidant. C'est les Belges qui l'ont liquidé, livré par la CIA ou l'inverse, bon, peu importe. On a finalement retrouvé une dent. Une dent. Puisque cet homme était tellement dangereux à leurs yeux qu'il fallait faire disparaître le corps, il ne fallait pas que ça puisse devenir un martyr. Et il aura fallu plus de 60 ans pour que la dent soit retrouvée chez un gendarme belge, et qu'on la renvoie au Congo comme une espèce de relique du père de l'indépendance. Je dis ça parce que dès le départ, on a tué la possibilité de créer un État-nation congolais qui puisse assumer sa souveraineté, etc. etc. Maintenant, il y a une démocratie. La fin de la dictature Kabila, depuis quelques années, il y a un président élu qui fait le maximum qu'il peut. Et ça va de pair avec la résurgence de la guerre. Une guerre dont on ne sait pas si en 30 ans, elle a fait entre 5 et 10 millions de morts. C'est pour vous dire le mépris. Enfin, je veux dire, ça se passerait en Europe, il y aurait immédiatement l'ONU. Il y a le rapport Mapping qui parle très bien de tout ça, qui a été publié en 2010. Et on a des estimations. Moi, je prends les estimations du rapport Mapping qui sont entre 5 et 6 millions de morts, directs ou indirects. Souvent indirects par les privations, les maladies. Les gens ont fui dans une zone très densément peuplée et se sont souvent perdus dans la forêt par dizaines, voire centaines de milliers. 2 semaines plus tard, il n'y avait plus de corps parce que c'est la forêt équatoriale et que les corps disparaissaient. C'est terrible. J'invite les gens qui regardent cette interview à regarder L'Empire du silence, le documentaire sur cette guerre, qui est la plus effroyable que l'humanité ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans le silence quasi général. Ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'on a un retour de la guerre, mais là, c'est uniquement à l'initiative du Rwanda. Uniquement. Au départ, via des supplétifs, le fameux M23, et maintenant, c'est complètement l'armée rwandaise, qui désormais, depuis plusieurs semaines, occupe Goma,
la principale ville de l'Est du Congo est désormais Bukavu. Quand nous sommes allés avec Carlos Bilongo, et je l'ai dit avec notre délégation au Congo, Carlos et moi, nous sommes allés à l'Est. Dans un avion de l'ONU, on est allé voir les camps de réfugiés, etc. Pas pour faire du tourisme humanitaire, c'est parfois un peu... Mais parce que plus personne, aucun élu français, député, élu national n'y était allé depuis X temps, depuis très longtemps. Et nous, on voulait juste envoyer un signal. On savait qu'on ne pourrait pas résoudre la situation, mais envoyer un signal, voilà, on n'oublie pas ce qui se passe ici, on pense à vous, toutes les vies se valent, et en RDC comme ailleurs, il faut se battre pour la paix. Là-bas, il y a une vraie demande que la France soit beaucoup plus ferme, sanctionne les dirigeants rwandais, Kagame en tête, qui fomentent cette guerre. Mettre en place des mesures de contrôle des exportations de minerais, parce que c'est quand même ça derrière. C'est pas que ça, c'est aussi une lutte pour les terres agricoles. Ce sont des terres extrêmement fertiles. Les terres sont noires, volcaniques, vous mettez quelque chose, ça pousse immédiatement. Et donc il y a une lutte aussi pour ce que Kagame assume comme une lutte pour l'espace vital. C'est dit comme tel. Et donc il y a aussi un Roland... Nazi. Ouais, alors bon, un minima très impérialiste. Macron, l'année où on est allé après en RDC, justement, entre autres, pour essayer de rattraper, de donner une autre voix de la France. Jean-Luc Mélenchon est l'autre voix de la France en Afrique. C'est quelque chose que j'ai entendu dans beaucoup d'endroits et qui est vrai. Enfin, je ne veux pas revenir sur les déplacements au Sénégal, etc., mais il est la seule... On le voit à chacun de ses déplacements, voilà. Par ailleurs, au niveau de la... Et on y est allé parce que quelque chose s'était cassé entre la République démocratique du Congo et la France lors de la visite de Macron, où il avait craqué, comme d'habitude, et insulté en direct un chef d'État étranger, en disant « Mais arrêtez de nous demander d'en faire plus sur le Rwanda, vous n'êtes déjà pas capable d'assumer votre souveraineté, d'assurer votre souveraineté dans notre... » Bon. Cette conférence de presse avait fait des ravages pour l'image de la France là-bas. Donc voilà. Bon, depuis, la France s'est un peu plus positionnée à dénoncer clairement le Rwanda et pas simplement le M23, mais ne fait rien de plus. Elle n'est pas la seule à ne rien faire, soyons justes. Les Chinois refusent de voter les résolutions à l'ONU parce que je pense qu'ils ont un accord avec le Rwanda sur l'exportation des minerais. Les Américains parlent mais ne font rien. Bon, tout le monde s'en fout. Sauf un certain nombre d'acteurs, d'ONG et tout, et nous, on a obtenu quelques victoires, pour l'instant symboliques, mais des belles victoires. La semaine dernière, sur la proposition du groupe The Left, dont est membre la France Insoumise au Parlement européen, a été votée pour la première fois une résolution dénonçant clairement les agissements du Rwanda et demandant notamment la suspension des accords sur les minerais stratégiques qui existent entre l'Union européenne et le Rwanda. Donc ça, c'est un premier pas. Il faudra que la Commission applique. Ça, c'est un autre sujet. Et nous, on aimerait bien décliner ça au niveau de l'Assemblée nationale, puisque avec Carlos Bilongo, on avait déposé une proposition de résolution disant plus ou moins les mêmes choses, mais jamais les macronistes n'ont voulu la mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée, donc elle n'a jamais été discutée. Donc là, on va redéposer tout cela au regard de la nouvelle actualité et de l'avancée, de l'accélération de l'offensive du Rwanda. Voilà. Et j'ai une pensée pour les gens que nous avons vus là-bas, parce que je sais que notamment le camp de réfugiés dans lequel nous étions allés a été intégralement vidé, déplacé. Où officiellement les Rwandais ont demandé aux gens de revenir à Goma, habiter chez eux, mais dans l'insécurité la plus totale, dans l'incertitude, voilà. Merci Arnaud. Nous arrivons au terme de cet entretien. N'hésitez pas à le revisionner sur notre chaîne YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram et à vous abonner à nos différents canaux.